Bonjour et bienvenue sur Eurasie. À 3 jours du premier tour des élections législatives, nous recevons Thomas Rudigos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député sortant de la première circonscription du Rhône et vous êtes donc candidat à votre réélection. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter et présenter votre parcours. Merci de votre invitation. Thomas Rudigos, député de la première circonscription du Rhône qui englobe 5 arrondissements, pas dans leur totalité. On va dire que le 5e arrondissement est un peu au cœur de la circonscription et le 5e est dans sa totalité. Et après, il y a des morceaux, des bouts du 9e arrondissement, du 2e arrondissement, du 7e arrondissement avec le quartier de Gerland, le grand quartier de Gerland, et également une partie sur le 8e arrondissement. Donc c'est quelque chose qui a un peu une forme de croissant. J'ai été élu la première fois en 2017 sous l'étiquette En Marche avec Emmanuel Macron. J'ai été réélu en 2022 sous l'étiquette Renaissance. Et là, je me présente sous l'étiquette Ensemble pour la République qui regroupe un certain nombre de formations politiques dont Renaissance, le Modem, Horizon, le Parti radical. Voilà. Autrement, j'ai été maire du 5e arrondissement dans les années 2014 à 2017. J'ai été également conseiller départemental dans les années 2008 à 2014. J'ai été élu conseiller municipal, j'ai été élu également à la métropole de Lyon et je suis d'ailleurs toujours conseiller métropolitain pour le secteur 5e et 9e arrondissement. Merci. Vous aviez été élu donc en 2022 avec seulement 51% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, on sait la majorité un peu en difficulté, dans les sondages du moins. Si on vous dit que vous n'êtes pas le favori aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour être tout à fait précis, j'ai été élu avec 51,9%, et c'est-à-dire que j'ai été élu à quasiment entre 1350 et 1400 voix d'avance, ce qui est quand même important. Alors maintenant, c'est vrai que les gens ont l'habitude d'avoir des écarts très forts, qu'on ne se rend même plus compte que des 51,9, ce n'est pas si anodin que cela. Et par contre, j'avais eu plutôt le premier tour qui avait été très difficile, puisque là, au premier tour, mon adversaire, la France Insoumise, Madame Griès, me devançait de 1900 voix. Donc là, c'est vrai que c'était plutôt délicat. Oui, moi je ne suis pas fanfaron, hein, je reconnais la réalité des choses. Je ne serai pas premier, ou alors ça serait une belle surprise, je ne serai pas premier le soir du premier tour. Néanmoins, le premier tour c'est important, ça peut vraiment donner déjà un aperçu très clair, mais c'est le deuxième tour. Vous voyez, la dernière fois, beaucoup d'analystes politiques, de journalistes notamment, avaient dit pour Thomas Rudigos, c'est plié, l'écart de voix étant ce qu'il est, il ne pourra pas y arriver. Eh bien, les choses ont complètement changé, parce qu'au deuxième tour, il y a une très forte mobilisation d'un électorat centre-droit, droite modérée, qui a voté pour moi au deuxième tour, qui ne voulait absolument pas d'une élection de la candidate de la France Insoumise. Donc on verra ce qui se passera. Effectivement, je ne suis peut-être pas le favori, mais au deuxième tour, beaucoup de choses vont être décisives au deuxième tour dans le cadre d'un duel entre la France Insoumise et le candidat d'Ensemble pour la République. Je vais reprendre les mots que vous disiez à l'égard de la France Insoumise. Vous dénonciez donc la nouvelle NUPES, donc le nouveau Front Populaire, un accord honteux avec LFI qui se compromet dans une haine de la police, dans des dérives antisémites et dans une stratégie du chaos permanent à l'Assemblée nationale comme dans la rue. Donc on voit que vous êtes assez incisif sur cet accord. Est-ce que finalement ce n'est pas une aubaine pour vous d'avoir face à vous une candidate de la France Insoumise, parce que vous pourriez donc avoir une réserve de voix avec notamment les socialistes ou les sociaux-démocrates, ceux qui ont voté pour Raphaël Glucksmann aux européennes? Moi, je n'analyse pas les choses comme ça. Moi, je prends mes adversaires tels qu'ils arrivent, tels qu'ils sont désignés. La France Insoumise est aussi très forte dans cette circonscription par rapport à des bastions qu'ils ont dans le 7e arrondissement, le 8e et même certains quartiers du 9e. Aux européennes, dans cette circonscription, c'est la France Insoumise qui arrive en tête. Donc, avec la candidate Manon Aubry. Donc, d'une certaine façon, on a envie de dire, c'est plutôt eux, quoi qu'il en soit, qui sont les favoris dans le bloc de gauche. Néanmoins, pour moi, quoi qu'il en soit, je n'ai pas du tout la même perception des choses entre avoir un combat politique avec un socialiste en face de moi, une écologiste, voire même un ou une communiste, que la France Insoumise. Moi, la France Insoumise, je pense qu'il faut vraiment que les gens réalisent, vos auditeurs. Moi, je les ai pratiqués pendant 2 ans à l'Assemblée nationale. Alors, je ne les mets pas tous dans le même panier. Par exemple, j'avais de bonnes relations avec Raquel Garrido. On était dans la même commission des lois. C'est une adversaire redoutable, mais respectueuse. Qui n'a pas été investie d'ailleurs par. Et qui n'a pas été investie. Ce n'est pas si étonnant que cela, parce que Raquel Garrido voulait faire pencher la France Insoumise sur quelque chose de plus respectable et de plus démocratique. La France Insoumise, c'est le parti d'un homme. Un homme qui a un fonctionnement extrêmement autocratique.
tous les Français le savent. Tout le monde a en tête les images de Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition du siège de la France Insoumise, disant «La République, c'est moi», et s'adressant ainsi à un policier et un procureur de la République, ne respectant absolument pas l'ordre. Et beaucoup de députés de la France Insoumise ont été formés ainsi, ont été à l'école de Jean-Luc Mélenchon, et leur principe, leur règle, c'est de créer le chaos, c'est de, excusez-moi l'expression, de bordéliser l'Assemblée nationale et de bousculer nos institutions. Donc c'est vrai que j'ai des mots très durs contre la France insoumise. Je suis plutôt quelqu'un de modéré. Je pense que beaucoup de mes adversaires peuvent le reconnaître. Je suis quelqu'un de respectueux. D'ailleurs, je respecte Anaïs Bellouassa Chérifi, qui est une adversaire respectable. Néanmoins, elle s'inscrit dans un parti politique, lui, qui n'est plus respectable et qui est dominé par toute une équipe très très proche de Jean-Luc Mélenchon, avec Mathilde Panot, avec M. Bompard, avec Mme Obono, avec M. Bernalicis, avec toute une série comme ça de députés LFI, Thomas Porte, qui nous a fait des séquences mais terribles, d'une violence à la fois dans son comportement et dans ses termes, dans ses verbes. Et quand je parle de... Voilà, exactement. Vous reprenez cet exemple-là, qui a beaucoup marqué l'Assemblée nationale, ce qui lui a valu la plus forte des sanctions par le bureau de l'Assemblée nationale, avec exclusion de l'Assemblée nationale pendant 15 jours et une retenue sur indemnité sur 1 mois et demi, je crois, parce qu'il avait effectivement, en pleine période des retraites, où la France était dans une situation sociale très tendue, avec, voilà, ça faisait partie... par contre, ça fait partie, comment dirais-je, de nos règles démocratiques, de notre fonctionnement démocratique, des grèves, des oppositions dans la rue. Mais il y avait quand même certaines fois des actes assez forts et, pour ne pas dire des fois virulents. Et quand un député se met devant le Palais Bourbon avec, qui porte son écharpe tricolore et à ses pieds, il a un ballon avec la tête du SOP, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et sur l'autre côté, la tête du président de la République, Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire, c'est pas anodin. En plus, on lui a donné la possibilité de s'excuser. Il n'a pas fait. Il a refusé, il était provocateur. Donc voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que certains députés LFI, pour moi, sont sortis de l'arc républicain. Oui. Et donc, pour vous, c'est possible de faire une équivalence donc, entre LFI et le Rassemblement national? Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire, j'emploierais le terme égal comme certains voudraient le faire. Parce qu'encore une fois, je peux faire la différence avec certaines femmes et certains hommes de la France insoumise. Mais oui, il y a certains députés LFI qui sont vraiment égales avec certains députés RN, parce que les deux sont dans les extrêmes, vont cliver notre société et à un moment donné pousser nos concitoyens à être dans un affrontement. Et ils le veulent, que ce soit le RN à stigmatiser les personnes issues de l'immigration ou immigrées, et d'un autre côté, LFI qui va stigmatiser aussi la police, par exemple, en la caricaturant, en disant que la police tue, que les policiers sont des barbares, et poussant là aussi, à un moment donné, à des mouvements de population, des mouvements de violence qu'on peut craindre. Moi, je pense que notre société est déjà très tendue, très à fleur de peau, et on n'a pas besoin de ces gens-là, que ce soit côté LFI ou que ce soit RN, qui vont mettre de l'huile sur le feu. C'est pour ça que je pense, je le ressens d'ailleurs dans cette campagne. On verra quel sera le résultat. Je ne vais pas, encore une fois, être présomptueux, mais beaucoup de gens me disent qu'ils sont très inquiets justement de cette montée des extrêmes et qu'eux, ils n'y adhèrent pas et qu'ils veulent des candidats modérés, des candidats républicains. Alors, ça peut être des gens de gauche, socialistes, ou des gens de la majorité Renaissance, Modem, Horizon, parce que voilà, ils savent que même si on n'a pas tout fait bien, dans notre vision de la société, dans le développement de la société tel qu'on le souhaite, pour la France, pour les Françaises et les Français, nous sommes dans un parcours qui ne veut pas cliver, qui ne veut pas heurter. Et c'est comme cela qu'on a avancé depuis 7 ans. Encore une fois, on n'a pas tout fait bien. Mais je pense qu'il y a des très belles réalisations, notamment par exemple sur l'emploi. Et est-ce que justement, face à cette montée des extrêmes, vous êtes prêt à bâtir une espèce de gouvernement de coalition qui irait des socialistes? Vous parliez même de Fabien Roussel comme d'un responsable républicain. Est-ce que vous êtes prêt
en ces temps de crise, à faire des concessions importantes pour éviter LFI ou le RN au pouvoir? Jusqu'à où vous êtes prêt à aller? Alors ça sera la responsabilité du président de la République, d'Emmanuel Macron. Mais moi, membre de sa majorité actuelle, j'y suis favorable. Il faut savoir que là, depuis 2 ans, on a cherché régulièrement à trouver des majorités de circonstances. On les a trouvées des fois sur certains textes. Je sais pas, sur le nucléaire, les communistes ont voté avec nous, les socialistes ont voté avec nous. Sur les énergies renouvelables, ça a été plus les écologistes qui ont voté avec nous. Sur d'autres textes, ça a été les républicains. Sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est une loi très très importante pour nos forces de l'ordre, c'était plutôt les républicains. Et vous pensez que c'est possible de continuer comme ça? Alors malheureusement, on le voit, ça n'a pas fonctionné parce qu'on a eu beaucoup de refus. Les gens étaient vraiment très clivés avec une forme d'anti-macronisme très fort. Il y a eu beaucoup chez certains, allez, je vais employer le terme, même s'il est peut-être excessif, une haine d'Emmanuel Macron et de ce qu'il représente. Oui, démesuré, parce que, encore une fois, le président de la République peut-être pas exempt de critique, évidemment, mais c'est un démocrate, c'est un républicain. On le voit dans toutes les réalisations qu'il a menées. On voit ce qu'il a fait au niveau européen. C'est quelqu'un qui a toujours cherché le consensus au niveau de l'Europe. Il a ça en lui, dans son ADN politique. Pardon. Mais on n'a pas réussi. Alors, est-ce qu'on y arrivera demain, étant donné les circonstances? Je ne sais pas. Si on a demain, le 7 juillet au soir, des députés RN aux portes du pouvoir, mais qui n'ont pas la majorité absolue quand même, et des députés de gauche très haut, mais dans un attelage complètement de bric et de broc. Là, ils ont trouvé un accord politique pour renouveler le coup de la NUPES. Ils ne peuvent pas gouverner ensemble, c'est impossible. C'est impossible. Ils ne tiendront pas, un mois. Et ils ont des visions trop différentes sur trop de sujets. Et la vraie question qu'il y aura, c'est la gouvernance. Qui sera le chef de gouvernement? Or, LFI a été très clair. Pour l'instant, ils essaient d'éclipser un peu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais elle reviendra, j'en suis persuadé. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Voter le nouveau Front populaire, c'est voter Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. C'est clair. À plus forte raison dans ma circonscription, quand la candidate du nouveau Front populaire, Mme Eloa Chérifi, est LFI. Ouais, et très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, même si elle s'en défend, c'est que sur sa profession de foi, ce que vous avez là devant vous, ça c'est la mienne, ce qu'on appelle une profession de foi, c'est la circulaire électorale. Eh bien, elle n'a même pas sa photo. Et en bas, il y a une belle photo de Jean-Luc Mélenchon, soutenue par Jean-Luc Mélenchon. C'est écrit ainsi. Donc voilà, ils seront les plus nombreux. Ils seront les plus nombreux, les députés LFI. Donc, derrière, c'est la règle. Dans une coalition, celui qui a la responsabilité de chef de gouvernement, c'est le parti le plus nombreux. Donc, ça sera cela. Ils n'y arriveront pas non plus. Donc, pour en revenir, excusez-moi, j'ai un peu digressé à votre question, il va bien falloir quand même qu'on trouve une solution pour gouverner le pays. Oui. Et c'est là qu'a proposé Emmanuel Macron, c'est de trouver un gouvernement de coalition en allant justement dans ces situations exceptionnelles, tendre la main à des républicains de droite et à des républicains de gauche en espérant, mais cela pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, que nous puissions trouver un accord. Et donc, si le 7 juillet, il ne venait pas à avoir une majorité absolue, ce qui est le plus probable actuellement, vous pensez que finalement la campagne ne serait pas terminée, il faudrait toujours trouver des consensus, par exemple, sur des sujets de responsabilité comme je sais pas, le nucléaire, la guerre en Ukraine, ce genre de choses, où vous pourriez faire une scission dans le nouveau Front populaire avec les gens respectables et les gens extrêmes. Moi, je pense que le nouveau Front populaire, il y a beaucoup de députés qui seront élus le 7 juillet de cette famille politique, notamment je pense aux socialistes et effectivement aussi aux écologistes et aux communistes, mais particulièrement aux socialistes, qui ne pourraient pas travailler avec LFI. Ils le savent bien, ils ont vécu 2 ans avec eux. Donc là, ils ont trouvé un accord électoraliste. Ils ne vont pas vous le dire, mais c'est clair et net. En off, ils le savent très bien. Moi, j'ai des bons amis chez les socialistes, avec qui j'ai fait des fois un bon travail parlementaire d'ailleurs. Ils sont bien plus proches de moi que de députés LFI. C'est une évidence. Malheureusement, je vous le disais, il y avait ce clivage politique très fort par rapport à ce que représente Emmanuel Macron et notre mouvement. Mais si la situation est extrêmement grave, si la France est dans une situation de blocage, dans une période où on ne peut pas se le permettre, on n'est pas
dans les 30 glorieuses, là. Hein. C'est quand même, la situation est, on a la guerre aux portes de l'Europe avec ce conflit russo-ukrainien, avec l'offensive guerrière de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens. Il y a d'autres terrains de guerre et de conflits proches de nous, et donc qui font écho dans notre société. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses, encore une fois, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont très éruptifs dans la société française. Donc il faut qu'on soit en capacité de gouverner. Moi, ce que j'espère vraiment, que le Front National, le Rassemblement National, pardon, même si c'est pas encore, on verra, hein, mais j'espère qu'il n'arrivera pas au pouvoir, qu'il ne gagnera pas, qu'il n'aura pas la majorité absolue, mais il peut peut-être le faire quand on voit certains sondages. Notamment, il peut le faire grâce à un coup politicien assez machiavélique avec le ralliement d'Éric Ciotti. Et l'investiture de candidats LR, dénoncée par la plus grande partie des cadres de LR, hein, mais comme Gérard Larcher, comme Olivier Marleix. Mais approuvé par une partie quand même de l'électorat LR. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vu de sondage là-dessus. 53% apparemment. Donc vous me l'apprenez. Mais admettons, 53%, c'est pas non plus massif, non, ça veut dire que c'est divisé quand même. Mais néanmoins, il n'empêche qu'avec cet accord-là, très très politicien, et que je dis machiavélique, ils peuvent effectivement avoir peut-être cette majorité absolue. Si c'est le cas, on rentre dans un autre monde. Je ne sais pas comment ça fonctionnera. Il y aura une cohabitation, ça c'est sûr, c'est nos règles de la Ve République. Mais moi j'espère, et je me bats pour cela, qu'il n'arrive pas au pouvoir. S'il n'arrive pas au pouvoir, et que le front de gauche, comme je l'appelle aussi, parce que le nouveau parti, le nouveau Front populaire, j'ai un peu du mal quand même. Je trouve que c'est vraiment une forme de captation d'un héritage du Parti socialiste à la grande époque des années 30, que je trouve pas très très beau. Mais cette NUPES 2, tiens, on pourrait dire, la NUPES 2, elle n'arrivera pas au pouvoir. Elle n'arrivera pas au pouvoir, ça paraît assez évident. Nous n'arriverons certainement pas nous aussi à avoir une nouvelle majorité, et donc il va falloir qu'on trouve une nouvelle façon de gouverner. Des compromis donc. Finalement, concernant ce risque RN, vous parlez de risque de majorité absolue, vous avez été vous-même rapporteur à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité, et vous avez fait en sorte notamment de dissoudre des associations d'ultra-droite à Lyon. Vous avez permis aussi 300 policiers en plus à Lyon, je crois, c'est sur votre position de foi. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que finalement l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon vienne tout bouleverser ce que vous avez fait, votre travail? Je ne vous cache pas que sur les groupuscules d'ultra-droite ou d'extrême droite, hein, comme les Remparts, la Traboule, on a vraiment, parce que le dossier était prêt, hein, Gérald Darmanin, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, m'avait dit ça y est, on est bon, on a le dossier, on l'a envoyé. Par contre, c'est la phase du contradictoire, hein, qui fait partie des règles dans le cadre d'une procédure comme celle-là. Il faut envoyer aux associations qui sont concernées le projet de dissolution, le texte, les éléments du dossier. Et ce qu'on appelle la phase du contradictoire, c'est qu'après, les associations concernées renvoient leurs observations pour contester. Et peut-être, selon les observations, les services après du ministère de l'Intérieur peuvent dire écoutez, on a les réponses, effectivement, on peut imaginer que la procédure de dissolution n'est plus d'actualité. Ce n'est pas le cas. On savait que ce ne serait pas le cas. Les éléments étaient tellement à charge contre eux qu'on savait qu'on allait obtenir. Mais on avait ce temps du contradictoire. Et après, il y a toujours un temps administratif qui peut être plus ou moins long. Moi, je savais qu'on allait y aboutir parce que j'ai beaucoup échangé avec des collaborateurs de Gérald Darmanin qui m'ont dit très clairement que le dossier était béton et qu'il avait été très bien préparé par les services de la préfecture, les services du renseignement territorial, les services, en fait, différents services du ministère de l'Intérieur qui ont à monter le dossier dans ce cadre, dans ce type d'affaires. Donc j'étais raisonnablement optimiste, mais il y avait un peu un temps. Bon. Quand on a vu le résultat des européennes et que derrière il y a la dissolution, tout d'un coup là, effectivement, on est traversé par une grande inquiétude. On se dit mais finalement, alors là, il reste plus beaucoup de temps avant la possibilité. Enfin, il reste plus beaucoup de conseils des ministres pour que la dissolution soit présentée, qu'un décret de dissolution soit présenté par le président de la République. J'ai sollicité tout de suite Gérald Darmanin
qui m'a dit qu'il en était bien conscient, qu'il allait voir comment ça allait se passer. Parce que l'ordre du jour, c'est à la responsabilité du président de la République, pas du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il propose, il prépare, il écrit le décret, et c'est le président de la République ensuite qui le met à l'ordre du jour du Conseil des ministres et qui le signe. Gérald Darmanin m'a apporté une très bonne nouvelle il y a quelques jours pour me dire c'est bon, ça va être présenté au prochain Conseil des ministres, l'un des derniers, c'est-à-dire celui de mercredi dernier. Et ça s'est fait. Et c'est vrai, pour répondre à votre question, excusez-moi, j'étais un peu long, que l'inquiétude que j'avais, c'est que si le RN, admettons, encore une fois, ce que je ne me résous pas à admettre, hein, mais cas d'école, il arrive au pouvoir, Jordan Bardella devient le Premier ministre de la France, hein, quelque chose qui me paraît complètement fou, mais bon, si ça arrive, eh bien là, le décret, pour moi, saute. Il abandonne. Il abandonne clairement ce projet-là. Le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement de M. Bardella, peut-être, qui sait, M. Ciotti, ils abandonnent le décret. Et donc, on retrouve ces gens-là, tout le travail qu'on aura fait pendant des mois serait abandonné. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'étais très heureux que Gérald Darmanin, qui avait bien conscience du danger, avec également une autre association, un autre groupuscule ultra-droite, plutôt dans la région parisienne, qui est le GUD, très connu parce qu'il a eu des grandes heures dans et des liens avec le RN aussi. Sinistre, et qui, bien sûr, des liens très clairs avec le RN. Certains cadres et certains députés actuels du RN sont passés dans le GUD ou d'autres mouvements de l'ultra-droite comme les identitaires. Très bien, j'ai encore deux questions pour vous. La première, c'est une question un peu large. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de notre pays à moyen terme? Moi, je suis un optimiste de nature, parce que je crois en la capacité des hommes et des femmes, quand on voit les heures sombres qu'a connu notre pays depuis une centaine d'années, avec deux grandes guerres mondiales, avec des conflits très très violents, comme les conflits de la décolonisation, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine et d'autres. On a connu aussi des mouvements, des phénomènes très durs, avec des mouvements terroristes, de l'extrême gauche dans les années 80, de l'extrême droite, et aussi, bien sûr, le radicalisme islamiste. Notre pays a toujours su relever ces défis, des fois avec des moments difficiles, de doute, mais on a toujours réussi à relever la tête et à trouver des solutions. On verra ce qui se passera dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est vrai qu'on traverse un moment difficile pour notre pays, qui d'ailleurs touche beaucoup d'autres pays. Là, j'écoutais la radio tout à l'heure. La campagne américaine, de la présidentielle américaine, va bientôt battre son plein. Il y a un premier débat qui va opposer Trump et Biden dans quelques heures. On le sait, là aussi, il y a des enjeux majeurs. Et on a tous, tout démocrates, tout républicains, dans le monde entier, a une peur, c'est que M. Trump revienne à la Maison-Blanche. Donc, on le voit, c'est mondial, ces phénomènes-là. Donc, on est face à des moments historiques, des moments de défi, mais je sais que ça ne sera pas simple, je sais qu'on aura des fois peut-être des heures difficiles, mais je crois en la capacité de notre peuple, le peuple français, à un moment donné, à savoir retrouver la voie de la raison et à savoir, au-delà des clivages, moi j'ai toujours prôné cela, j'ai toujours été centriste, je suis rentré dans la politique avec François Bayrou il y a une vingtaine d'années. Localement, la leader s'appelait Anne-Marie Comparini, qui a mené un combat contre l'extrême droite très très courageux. Je crois vraiment en notre capacité à dépasser les clivages, et je pense, on revient un peu au début de notre échange, ça sera indispensable après le 7 juillet. Il faudra qu'à un moment donné, on arrive à trouver ce type d'accord. D'accord. Et une dernière question. Si vous deviez vous adresser à un abstentionniste, à un jeune abstentionniste, à 3 jours du scrutin, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je ne comprends pas en France, alors pas que pour des jeunes, mais effectivement, les jeunes, c'est encore plus marquant parce que j'ai envie de dire, c'est eux qui vont construire la France de demain, qu'ils ne trouvent pas un choix. Là, par exemple, dans cette première circonscription, il y a 9 candidats. Aux européennes, il y avait une trentaine de candidats de listes candidates. Bien sûr que des fois, il y a un peu une forme de désintérêt, pour ne pas dire de dégoût de la politique, mais je pense qu'il faut que les jeunes qui se sont abstenus, qui prévoient de s'abstenir encore, ils comprennent vraiment que j'ai envie de dire presque des gens comme moi, je n'ai pas 80 ans, mais j'ai 53 ans. Je pense que voilà, j'ai franchi les 50% de ma vie. J'ai vécu de belles choses,
J'ai vécu de beaux combats politiques, mais aussi personnels. J'ai fait des belles choses aussi à titre personnel, avec ma famille, avec ma femme, mes enfants, mes amis. Voilà. J'ai une vie riche. Et pour l'instant, j'ai un bilan, j'ai envie de dire, heureux. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pour mes enfants. J'ai 3 enfants et qu'eux aussi aient ces mêmes chances que moi, de vivre aussi heureux, de vivre dans une France de progrès, une France d'espoir, une France de croissance, une France de paix civile. Et donc, les jeunes auxquels on peut s'adresser via votre interview, je pense que c'est eux qui auront la responsabilité demain. Alors peut-être pas à 20 ans pile, même si des fois on voit des jeunes qui s'investissent très jeunes, hein, mais quoi qu'il en soit, dans les prochaines années, ça sera votre responsabilité. Donc je pense qu'il faut commencer dès maintenant à s'engager. Alors, ça ne veut pas dire s'engager dans un parti, il y a différentes façons de s'engager, mais un des engagements, c'est aussi cet acte citoyen républicain du vote. Beaucoup de pays dans le monde n'ont pas cette chance, ne sont pas des démocraties, n'ont pas le droit de vote, vivent sous des régimes autoritaires et dictatoriaux parfois. Eh bien, nous, on reste une très grande démocratie, même si on connaît actuellement un certain nombre de difficultés. Et vraiment, je pense que jeunes de France, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils prennent position. Il ne faut pas qu'ils restent indifférents, surtout dans des heures aussi importantes. Merci, Thomas Rudigoz. Merci à vous.